Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans notre podcast où on parle notamment de DevOps. Et aujourd'hui, je reçois un invité ô combien exceptionnel. Je sais qu'il est très humble, donc sûrement il rectifiera ses qualificatifs. Mais je souhaitais effectivement l'avoir dans le podcast parce que je pense qu'au travers de son expérience et de ce qu'il va nous partager aujourd'hui, les développeurs changeront leur façon de voir leur métier de tous les jours. Vous pouvez notamment le suivre sur LinkedIn et je pense que beaucoup de gens qui me suivent également ont déjà vu un de ses posts concernant les erreurs des développeurs. Donc, je suis ravi d'accueillir Rudy. Donc, bienvenue Rudy et merci d'avoir accepté l'invitation à Dizzy Training. Eh ben, merci, je suis ravi d'être là. Je suis très content de passer ce temps avec toi sur ton podcast. Yes. Donc, merci bien. Et du coup, le thème de ce podcast, en tout cas de cet épisode particulièrement, c'est d'échanger avec toi notamment sur l'influence du DevOps dans l'écosystème des startups. Parce qu'on a effectivement l'habitude de voir, voilà, le DevOps, on voit dans les grands groupes, Carrefour, CMA, CGM. On parle effectivement toujours de scale, de très grosses entreprises. Donc, le but pour moi, c'était de comprendre comment effectivement dans le startup ça s'implémente pour que les personnes qui souhaitent travailler dans les startups, mais du coup, puissent en fait savoir comment implémenter notamment les concepts qu'ils ont vus, que ce soit en formation ou sur Internet, comment est-ce que ça s'applique concrètement à cette échelle-là, à l'échelle d'une startup qui effectivement souhaite scaler. Donc, déjà pour planter le décor, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et surtout comment est-ce que tu es effectivement arrivé à être CTO? Euh, alors moi, ça fait, on va dire que j'ai commencé le code par passion il y a une vingtaine d'années, à une époque où le web c'était le Far West, hein, en PHP, JavaScript, on faisait tout à la fois, un peu de Linux d'un côté, un peu de PHP, un peu de JavaScript, on développait, et j'ai commencé comme ça sans savoir que c'était un métier. Ok. Un jour, j'ai appris que c'était un métier, donc j'ai continué ma formation là-dedans. J'ai fait un BTS et un bac plus 5 en informatique dans la foulée. Oui. Et depuis une quinzaine d'années, je suis passé par différentes entreprises, que ce soit dans une mutuelle, dans le e-commerce, dans des groupes d'intermédiation, dans la presse. Oui. Donc un parcours dans différentes organisations, différents types, sur souvent assez full stack. Mhm. Et en passant par pas mal de technos différents. Donc, j'ai fait un peu d'infra, beaucoup de code, de l'architecture et tout un tas de choses différentes. Et depuis 3 ans et demi, je suis Oui. CTO de Capcar, donc une boîte qui fait de l'intermédiation dans le véhicule d'occasion. Oui. Et puis avec pas mal d'enjeux tech, vu que la tech est stratégique hein, pour scaler tout Mhm. ça et faire en sorte que le business soit efficace. Ok, je vois. Donc apparemment, tu as touché à pas mal de choses et tu as parlé de dev au début. Donc ma question c'est, déjà d'entame, est-ce que pour être CTO, en fait, il faut être dev? Parce que tu as un peu touché du système, mais j'ai l'impression que tu n'y es pas vraiment très très proche depuis pas mal de temps. Alors, si tu veux, chez Capcar, c'est moi qui gère encore le système aujourd'hui. C'est une Ok, équipe de dev, alors ça reste simple ce qu'on a. ouais. Euh, donc, c'est des choses, pour moi, je ne vois pas vraiment de frontière entre Oui, ces différents métiers, que ce soit un oui, analyst, un dev, tu vas voir de l'autre côté un QA ou même quelqu'un, un PM ou des gens du produit, tout ça, oui, au final, c'est des compétences différentes, mais qui fonctionnent ensemble, parce qu'il y a un flux de production unique. C'est tous tout du à fait. product engineering, on fonctionne tous ensemble, et de Oui, construire, de penser des solutions, de les construire, de les développer, de les mettre en production, au final, tout ça, c'est lié. C'est lié d'un point de vue flux dans l'entreprise, mais il n'y a pas de frontière entre ces différentes disciplines. Passer de l'admin au dev et inversement, c'est faisable, surtout en oui. campus à notre époque, où il y a de plus en plus de choses qui passent par le code et le descriptif. Ok. Donc tout ça, c'est fortement Ça lié. se Il y a rassemble un besoin que peu. ça soit lié justement Ouais. dans une Ok. start-up ou dans n'importe quel groupe. Ben, c'est très clair. Et donc, quelle est ta définition à toi, ta vision en tout cas du DevOps? Et là, on parle de façon générale avant de revenir Ouais. maintenant sur l'aspect startup. Déjà, oui, Ok. Et ta ben, moi, compréhension. je vais t'en donner une représentation assez simple. Oui. Pour moi, le DevOps, c'est du lean
appliqué à la relation sur ce flux de développement, et en particulier axé sur entre le développeur et le système. Sur toute cette partie-là, mais ça reste du lean. D'ailleurs, si tu regardes tous les KPI d'Aura, c'est que des KPI issus du lean et de l'industrie. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements. Et c'est qu'une question d'optimisation de flux, de réduction des défauts et puis comment ça s'appelle, et puis d'optimisation globale, d'amélioration. Ok. et d'amélioration globale de tout ça, quoi. Et du coup, on continue, vu qu'effectivement, ça vient du lean. Alors, on continue. Forcément, le côté continu, c'est parce que le lean, c'est un flux dans l'industrie. Oui. Donc, ton flux, il a besoin d'être le plus optimisé possible, le plus efficace possible, pour pouvoir itérer et avancer en continu. Et le DevOps, c'est rien de plus que ça. Pour moi, hein. Alors après, autour de ça, il y a tout un tas d'outils, de personnes qui peuvent intervenir. Ça a été pensé dans un contexte particulier qui est celui des grands groupes où les équipes système étaient dissociées des équipes de dev. C'est pour ça qu'il y a eu ce terme DevOps qui est arrivé, qui était plus simple et qui permettait de pousser un peu le truc. Mais pour moi, c'est que du lean appliqué à cette partie-là. Ok, je vois, super. Et donc, maintenant, si on revient maintenant sur la partie startup, dans le contexte, en effet, d'une startup qui, en réalité, est une société à forte croissance potentielle et qui doit livrer rapidement, est-ce qu'on peut appliquer ces principes-là, surtout quand on sait que les gens sont formés pour travailler en mode de cloisonnement? Je suis développeur, je suis admin 6. Alors, je dirais même que c'est l'endroit où ça a le plus de sens. Parce que souvent, quand tu es dans un grand groupe, ce qui compte, c'est pas forcément d'aller vite, c'est surtout de préserver ce que tu as, de faire en sorte que ça marche toujours, que ça marche bien. Il ne faut pas impacter ton business déjà existant. Ce qui peut freiner un peu ta croissance, peut alourdir beaucoup tes process. Dans un environnement startup, ou même petites entreprises qui doivent croître et croître rapidement, en fait, l'enjeu, c'est surtout d'aller vite. Et ce côté, on va vite, on réduit les gaspillages à toutes les échelles, on simplifie la collaboration, on est capable d'aller très vite en production. En fait, c'est central dans l'efficacité. Cette capacité à aller vite, ça veut dire qu'on peut de l'autre côté, sur l'autre partie du flux, c'est qu'on peut apprendre vite de ce qu'on fait. Ok. Donc c'est encore plus important en startup, même si ça n'a pas été, si c'est pas une méthode qui a été appliquée là en premier. Oui. Et d'ailleurs, elle est même plus naturelle dans une plus petite structure. Ok, je vois. Donc effectivement, ça s'applique parfaitement et ça sied aux enjeux des startups. Mais du coup, comment est-ce que tu fais donc pour t'assurer que les devs et les ops travaillent main dans la main? Parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est vrai que on a des équipes beaucoup plus réduites. Donc, mais comment tu fais pour concilier les deux, vu que c'est toi, du coup, l'opérationnel, c'est toi l'ops. Si tu veux, la méthode la plus brutale et efficace là-dessus, c'est d'avoir les deux dans une même personne. Comme ça, tu simplifies énormément la collaboration. Alors moi, j'ai tendance à chercher dans les équipes que j'ai une forte densité de compétences et une expertise assez large, ce qui permet d'être plus efficace sur l'ensemble de ce. Dans des équipes où c'est pas le cas. Tu ne sacrifies pas la spécialisation du coup? Alors, forcément, tu sacrifies la spécialisation, pas forcément l'expertise. Et c'est là où je fais une distinction entre les deux. Pour moi, la spécialisation, c'est d'être sur un domaine précis et d'être expert sur un domaine précis. Oui. Tu peux être expert et monter en compétence sur plusieurs domaines. En fait, si tu veux, que ce soit un développeur, un admin 6 ou n'importe qui bosse dans la tech, tout le monde n'investit pas autant d'efforts pour se former en continu, tout le monde n'a pas autant d'impétence dans tous les domaines. Pour moi, ça a plus d'importance que d'avoir passé 35 heures dans une boîte sur un domaine spécifique et d'avoir fait ça pendant 40 ans. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus simple. Hein. En fait, ça, c'est une vision, on va dire, absolue. Au final, chacun a des appétences différentes, des envies différentes. Si aujourd'hui, je fais un peu plus de système encore dans ma boîte que d'autres, parce que j'ai pas de problème à le faire et que je le fais moi-même, ça ne veut pas dire que quelqu'un, un développeur front qui touche quand même à du back, qui fait un peu de produit, va être aussi à l'aise sur cette discipline-là. Tu n'as pas forcément ce côté transverse de tout le monde sur toute la chaîne, mais c'est un idéal
qui rend les choses beaucoup plus simples. Mais lors des recrutements, est-ce que ça représente donc un enjeu majeur ou un critère Alors, déterminant pour tes recrutements? si tu veux, il y a quelque chose qui est majeur sur le recrutement, c'est déjà le mindset. Oui. Si tu as une personne en face de toi qui est habitué à quelque chose de très précis, qui veut faire que ça, et le jour où il y a autre chose, il faut monter en compétence sur autre chose, apprendre autre chose, et qui viendrait compléter ses compétences actuelles, si la réponse c'est pas mon taf, c'est pas moi, en fait tu vas avoir un problème, surtout dans une petite structure. Dans un grand Oui. groupe où si tu as une centaine de personnes, c'est plus simple, parce que des gens interviennent, c'est cloisonné, et là tu as encore plus besoin de communication poussée. Quand l'équipe est plus réduite et multidisciplinaire et chacun, les compétences des uns et des autres se recoupent, en fait, c'est beaucoup plus efficace pour avancer ensemble. Oui, je On vois. revient un petit peu à l'agilité sur cette partie-là, mais tout ça, c'est lié d'une certaine manière. Ok, je vois, je vois. Et du coup, en tant que CTO, comment est-ce que tu fais pour vendre l'agilité, le DevOps au management? Parce que la question qu'on a souvent, c'est avec les chefs d'entreprise qui ont quand même un certain âge, souvent ils ne comprennent pas forcément les problématiques effectivement d'agilité, voilà, d'être transparent, que l'équipe, c'est l'équipe avant tout, l'humain, etc. Comment tu vends cette façon Alors, de faire? si tu veux, j'ai peut-être eu le bon contexte. Chez Capcar, Mhm. j'ai pas eu besoin de le vendre. Oui, Si tu veux, on a créé une relation de confiance au fur et à mesure. Ce qui ok. compte à la fin, c'est surtout les résultats que tu as. Tu vois, si l'équipe est plus efficace, qu'on livre plus, qu'on fait moins de bugs, et qu'en plus de ça, surtout, on a beaucoup plus d'impact sur le business, parce qu'à la fin, c'est Oui, ça qui compte, il n'y a que ça qui compte. Tu oui. as un bon retour sur investissement, au final, personne ne vient t'embêter en disant, bah non, moi, je veux une roadmap à 6 mois, moi, je veux tout savoir, moi, je veux faire de l'agilité, je ne comprends pas, personne n'est ça, Ok, personne je bloque vois. là-dessus. Et je Mhm. dirais même que c'est peut-être l'inverse, contrairement à ce qu'on pense. Oui. C'est que les premiers à convaincre, c'est l'équipe technique. Si tu veux avoir une approche lean où tu Mhm. mesures tout, tu optimises ton flux, si Mhm. tu veux être agile, les premiers, c'est l'équipe technique à convaincre. Parce qu'on Ok. va, si tu veux, aujourd'hui, mon organisation a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd'hui, on a plusieurs mètres par jour. Oui. Tous les jours, on met plusieurs fois. Les tâches chez nous, en général, entre le moment où on a une idée, le moment où tu as une solution en production, il se passe un jour, 2 jours, 3 jours parfois, mais rarement plus que ça. Oui. Quand tu es dans un environnement comme ça, ton métier, il t'embête pas. Ton métier, les autres membres du codir, tes équipes métiers, elles savent qu'elles Mhm. peuvent avoir une influence, donner beaucoup de feedback et aider pour que les choses avancent bien. Ouais, ouais. Par contre, à côté de ça, tes développeurs, tes équipes système, tes développeurs autres, eux, il faut les Mhm. convaincre. Il faut les convaincre que ce côté itératif t'empêche pas de bien faire les choses, c'est que tu as une Ouais. construction incrémentale de ce que tu fais. Tu vas en prod, tu apprends vite, puis tu peux construire les choses. Et que c'est Ouais. pas, et c'est d'abord eux qu'il faut convaincre de tout ça. Tu Ok. vois, parce que le côté, je bosse tout seul dans mon coin pendant un mois et je cherche la solution parfaite et après je vais Tout en à fait. prod, c'est un truc à convaincre parce que c'est ça marche pas. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous arrivez donc à mesurer cette performance? C'est-à-dire, je vois bien que tout à l'heure, tu as parlé des releases, des Alors, maps que l'on fait plusieurs fois. Vous utilisez par exemple les Dora Metrics. C'est quoi vos alors, métriques du coup? alors, si tu veux, on a les Dora Metrics, Mhm. lead time, fréquence de déploiement, nombre Mhm. d'anomalies, et puis temps de résolution des anomalies. Donc on a celle-là. En plus de ça, vu que c'est important, parce qu'après, tu vas retrouver deux définitions de lead time. Tu as beaucoup de gens qui pensent que ton lead time, c'est juste le temps pour livrer. Sauf que c'est Mhm. cette définition de livraison, tu vois, moi, c'est sur l'ensemble du flux. C'est entre l'idée business et le moment où c'est en production. C'est pas juste Jusqu'à le la dev, il a fini délivrance son. du coup. Ok. Voilà, c'est pas juste le dev, il a fini son travail, combien de temps je mets pour mettre ça en production. Ça va Tout à dire, fait. sinon on aurait 5 secondes de lead time. Mais c'est sur l'ensemble du flux, donc on a ces KPI qui permettent de mesurer deux choses. À la fois la qualité de manière objective, Mhm. c'est ton nombre de bugs et ta manière, la capacité à les résoudre rapidement, et ta capacité d'itération. Mhm. Mhm.
ce qui est essentiel. Ouais. À côté de ça, parce qu'au final, chez quelqu'un, je gère aussi l'aspect produit. Oui. On a ces KPI et les KPI 2A te montrent juste ça, mais ne te montrent pas l'impact que tu as sur ton business. Donc, en parallèle de ça, on a une approche très lean startup et no estimate. Ça veut dire que chaque feature qu'on va livrer, on va aussi mesurer tout ce qu'on fait. Pour chaque feature, on va mesurer l'impact que ça a sur le business. C'est combien de ventes en plus on fait grâce à cette feature. Comment elle est utilisée, comment ça évolue dans le temps. Oui. Ça, pour chaque incrément qu'on va faire en continu, on vient mesurer ça. Et le fait d'avoir ces cycles courts impulsés par l'approche DevOps, cette mesure de l'autre côté, ça nous donne tout un tas de feedback basés sur la donnée, en plus des feedbacks des utilisateurs et des clients, Tout à qui fait, nous oui. permettent d'itérer sur la suite. C'est pour ça que les deux se renforcent. Tout à fait, oui, je vois. Ok, très bien. Donc, effectivement, ça veut dire que tu as un CTO qui ne se limite pas juste, en effet, à la vision purement technique du produit, mais tu es également impliqué dans la partie business, c'est-à-dire tu as une visibilité sur l'enjeu business, donc tu sais de voir la corrélation entre les indicateurs de performance des deux côtés, du coup, pour essayer de les faire converger. Si tu veux, si on veut être précis, j'ai un rôle de CTPO. Donc, j'ai commencé sur le rôle technique pur. Oui. Mais j'ai repris cette responsabilité produit aussi. C'est pour ça qu'il y a cette vision, mais ça va revenir à la discussion de base, c'est qu'au final, tout ça, il y a un flux unique, donc il y a une équipe. Il n'y a pas deux équipes, il n'y a pas trois équipes, il y a une équipe parce que le flux, c'est le même pour tout le monde. Ok, là, je comprends mieux. Donc maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de cet échange et je pense celle qui va aussi intéresser les personnes qui nous suivent, c'est la partie technique. Parce qu'à chaque fois, quand on imagine des startups, on se dit, sûrement ils vont sur la Lune, ils font des choses qu'on n'a jamais vues, ils ont créé même un langage de programmation interne. Bref, quelle est la stack, bien sûr sans indiquer les informations sensibles et tout, mais voilà, quelle est la stack que l'on peut retrouver au sein de Kafka et qui permet ainsi d'améliorer les cycles de vie voilà, et d'avoir les performances que je vous connais. Ouais. Si je parle surtout la partie infra et pipeline qui t'intéresse. Oui, on va dire oui, c'est ça. Bon, maintenant on peut parler voilà, des outils, des langages, des tools. Ouais. Alors, si sur la partie infra, on est majoritairement sur AWS comme provider, avec un peu de GCP. Pourquoi Choix historique, et puis comme toute startup, un jour ou l'autre, tu peux avoir du crédit gratuit sur tes plateformes, tu peux payer ton infra pendant 1 ou 2 ans, c'est un choix stratégique. Redondance Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que si tu veux, dans beaucoup de boîtes, il y a l'erreur de se dire tiens, je veux une disponibilité de 99,99999, en se disant au final, quand tu fais ça, ton infra, elle te coûte 15 fois plus cher que ce qu'elle devrait te coûter. Et après, pour chaque vente que tu fais, en fait, tu imputes énormément ta marge et ton business. Donc, ce choix de redondance ou pas, et à quel point tu vas le choisir, c'est un choix, mais qui doit se regarder au regard du business de ta boîte. Si chaque seconde d'indispo, ça te fait perdre des milliards, peut-être que mettre quelques millions dans ton infra en plus, c'est pas une connerie. Si derrière, tes 5 minutes d'indispo, c'est potentiellement 0 vente en plus, en fait, si tu doubles le coût de ton infra, t'impactes fortement tout ce que tu as. Donc, on en a un peu, mais pas plus que ça, et puis on sait être réactif sur tous ces sujets-là. On est dockerisé partout, donc tout ce qu'on construit, peut-être on a une approche, notre récit, c'est on a une approche SOA, donc c'est pas vraiment du microservice, mais c'est quand même assez découpé, et plutôt sur des scopes métiers différents, en s'inspirant un peu de ce qui se fait dans le DDD. On a différents services qui doivent communiquer les uns avec les autres. Tout ça, c'est dockerisé. Et on a un Jenkins, de manière assez simple, qui vient builder tout ça, et puis qui nous sert à déployer sur nos 2 environnements. C'est assez simple, on a un environnement de staging où les tâches restent en général quelques heures dessus. Grand maximum, parce que souvent on a besoin que le dev vienne tester ce qu'il a fait dans des conditions quasiment réelles avant d'aller en production. Tout à fait. On a la production, donc tout ça, ça passe par Et Jenkins. les conteneurs sont hostés où? Les conteneurs sont hostés où?
Ils sont d'une manière assez simple, ils sont sur des EC2 sur AWS. On n'a pas d'orchestrateur pour le moment Oui, poussé. Et là, c'est pareil, parce qu'on n'en a pas encore. Ce sera un enjeu un jour, mais c'est parce qu'on n'en a pas oui, besoin. tout à Faudra fait. Pour le préparer le nombre de truc. conteneurs que vous avez. Voilà, Ok, alors on a beaucoup de conteneurs, mais aujourd'hui, la solution fait bien l'affaire. Et ça nous ok. coûterait peut-être plus cher de passer sur du Kubernetes. Ouais, ouais. Enfin, c'est sûr que ça nous coûterait plus cher sans forcément les gains. Tout à À fait, tout à côté de fait. ça, on a quand même une approche infra as code. Alors, c'est Oui. étonnamment ce qui a été fait de manière historique, c'est des scripts Bash qui viennent gérer tout ça. C'est assez efficace. Ah, On s'est remonté un EC2 à la volée dans AWS en quelques minutes avec tout ce qu'on a besoin dessus pour pouvoir déployer. mhm, Il y en a mhm, vraiment ces deux parties. Partie infra as code pour l'infra, mais un mhm. peu maison, et puis ce Jenkins euh, qui vient build des conteneurs, les Pour le déployer déploiement, sur les différentes machines et gérer tout ça. C'est quelque chose de ok. simple mais efficace. Oui, mais efficace. Ok, je vois, je vois. Et pour la partie observabilité. Hum. Alors pour l'observabilité, on a différentes choses. On a pas mal de logs côté Oui. AWS, mais de manière très high level au niveau des machines. Et on utilise toute la suite élastique. On a Ok. Elastic APM installé sur toutes nos machines. On fait un petit peu Mhm. et puis on surveille un peu tout ça plutôt avec la suite élastique. Ok, je vois, je vois. Donc, donc, alors, ça c'est pour la partie observabilité en mode log et pour le monitoring en lui-même. Monitoring supervision. On a Docker et log AWS. On se limite à ça pour l'instant sur l'infra. Ok, Ça ça tient, on marche. a de la marge. Oui, Euh, ok, puis on sait être réactif. C'est plutôt stable. Hein. Ouais, on n'a pas trop ok. de. Et, et du coup, pour la partie donc architecture même de l'application, comme j'ai dit, sans bien sûr trahir les secrets d'industrie, mais grosso modo, si on découpe l'application, qu'est-ce qu'on a comme composant? Euh, c'est dit, J'aime bien, si tu veux, ce qu'on fait chez Oui, 4K, c'est qu'on fait de l'intermédiation. On a toute une brique d'acquisition client-vendeur, on a des oui. briques qui concernent la transaction entre acheteur et vendeur, on a des Mhm, briques qui concernent la commercialisation, le merchandising, c'est mhm. comme on retrouvait sur le e-commerce. En plus de ça, on a de l'envoi de messages, que ça soit des SMS, des emails aux différents clients. Oui. C'est des briques qui peuvent être isolés. On a tout un tas de services indépendants sur des scopes métiers. Ok. Euh, Sans compter les applicatifs qui viennent se greffer par-dessus. On a une application qui est utilisée par nos agents. On se Oui. repose sur en fait, on construit un réseau d'agents indépendants. C'est eux qui viennent Mhm. utiliser nos solutions pour fonctionner avec les acheteurs et les vendeurs. Ok, ok, ok. Je Donc on vois. a une application, un back-office, notre site internet Mhm. et tout ça, et puis des services métiers qui sont consommés partout. Ok, je vois. Et du coup, est-ce qu'il y a une forte adhérence entre votre application, votre architecture et les services managés AWS? Parce que c'est souvent une question effectivement que on se pose en entreprise, hein. Est-ce qu'on va avoir une forte adhésion avec les services managés et ça peut fondamentalement Non, poser un problème qu'on doit migrer et on changer de solution? n'a aucune adhésion. Ok. Que Que, ces deux et je te vous êtes tranquille. disais, Mm. on est sur des EC2 et puis de toute façon c'est dockerisé. Oui. De l'autre côté, les services qu'on utilise, on a des bases Postgre, des bases élastiques, du Redis, que des choses assez classiques qu'on pourrait retrouver facilement chez un autre cloud provider. Oui. Postgre, containerisé ou du Non, non, RDS? non, Ok. version RDS. Ok, RDS. Donc, ah oui, c'est Ce service qui est plus d'action simple, managé. Redis oui, managé. Ok, très bien. Ok. Redis managé, Oui. Kafka managé, RabbitMQ managé. En fait, tout Oui. ça c'est managé, mais c'est des solutions qu'on pourrait retrouver chez un autre cloud provider ou hoster nous-mêmes. Ok. On n'est pas sur du DynamoDB ou des choses comme ça, Tout à ce fait. qui nous stickerait un peu trop à la plateforme. Mm. Et du coup, vous êtes directement parti sur ces solutions managées ou vous avez d'abord essayé de les déployer sous forme de conteneurs?
Alors, la base de données, non, mais on a eu le Kafka sous forme de conteneur, on a eu le Redis sous forme de conteneur, et c'est quelque chose qu'on a assez vite enlevé. Ah, Parce oui. qu'au Pour quelle raison? final, Effectivement, ça m'intéresse. si tu veux, dans l'équation où on a tout ça à faire, tu as un coût un peu plus élevé avec une version Oui, managée. Par contre, là où tu gagnes, c'est sur le temps humain à gérer tout ça, le mettre à jour. Et en fait, l'équation coût du service manager par rapport au temps humain qu'il aurait faudrait pour gérer ça sur le long terme, bah, en fait, ça allait dans le sens du service manager. oui. Donc, c'est manager, ça nous coûte, enfin, au final, ça nous coûte moins si on prend Oui, oui. tout dans l'équation. Ok, ça marche. Et donc, pourquoi la solution Jenkins? Parce qu'effectivement, il y a des solutions qui, effectivement, peut-être, voilà, seraient aussi peut-être managées. Alors, Mais voilà, pourquoi Jenkins? je pourrais dire que c'était avant moi chez quelqu'un, et puis il y a une solution qui marche, on la Ouais. challenge pas forcément. Jenkins, c'est un peu ancien, Mhm. mais aujourd'hui, ça permet de tout faire. Tu vois, Tout à fait. il tourne dans un conteneur, un mode Jenkins, Oui. il est très bien. S'il faut le recréer demain, on peut le recréer demain en 2 secondes. Tu vois, Mhm. c'est plutôt que de se sticker à une solution managée qu'on maîtrise moins pour Tout ce à genre fait. de choses, c'est peut-être pas forcément stratégique. Surtout que ça fonctionne. Et vous l'utilisez pour le dev et pour l'ops, c'est ça? On fait les deux. Alors, Les deux. on a toute notre chaîne de CI/CD dessus, Oui. voire quelques scripts qu'on peut lancer. Donc, on a toute la partie build et déploiement, Mhm. mais le lancement de tout ce qui est test automatisé, on a la possibilité on a quelques scripts qu'on lance Oui. avec ça. On sert un peu comme TaskRunner pour les différents Mhm. environnements. Parce qu'on n'a pas des besoins poussés, donc dès qu'il faut lancer des petites migrations, des scripts ou autres, on peut se faire bien. Ouais. Ok. Alors, maintenant, en termes de chaîne d'intégration et de déploiement continu, est-ce que les développeurs, afin de permettre bien sûr un déploiement beaucoup plus rapide et flexible, est-ce que les développeurs sont capables de déployer leurs features en production? Quel est le processus qui fait en sorte que, in fine, leurs features passent en production? Est-ce qu'ils sont autonomes? Alors, si tu veux, chez nous, ils sont 100% autonomes sur toute la chaîne. Donc, ils Ok. discutent directement avec le produit, ils Oui. développent leurs features. Ils sont, si tu veux, je pousse pour peut-être des choses qui sont pas populaires, mais pour que ce soit eux-mêmes qui fassent leur propre revue de code, Mhm. auto-contrôle du code, c'est eux qui font leurs Oui. propres tests en staging, qui vont jusqu'en production, qui retestent en production leur code et qui monitorent ce qu'ils ont fait. Donc ils sont indépendants Ok. sur toute la chaîne de A à Z. Ok. Je Euh, vois. Je vois, je vois. et puis même, ils peuvent jouer un peu sur l'infra, enfin ils ont accès à une partie de Mhm. l'infra pour voir ce Ok. qui s'y passe, quoi. Et du coup, en cas donc d'incident ou de problème effectivement au niveau de la production, comment vous faites les rollbacks? Ça se passe comment? Vous revenez sur un tag Euh, précédent? Comment est-ce que vous gérez? Si tu veux, on a différentes choses. Bon, on prend des snapshots des DB, tout est versionné, donc c'est du Docker, hein, donc on met des tags et Mhm. on peut rollback un conteneur rapidement. Mhm. C'est rarement quelque chose qu'on fait, on va dire, on a Ouais. rarement eu à le faire parce qu'en plus de ça, tu veux, on fait du trunk-based développement et on est très itératif. Donc déjà, ça Oui, limite une bonne partie des problèmes. tout à fait. Et sur ce qu'on développe, on utilise un maximum de feature flags. On fait du Mhm. feature flipping un peu partout. Donc ça Oui. peut nous arriver d'activer, de désactiver un flag à chaud et d'avancer Mhm. et de corriger entre temps. Ça Oui. nous arrive rarement de faire un rollback. Ok, je vois. Souvent, en 2 minutes, en 2 minutes, ça prend 5 secondes, on désactive, on Mhm. voit un problème, on désactive le flag, on corrige, on refait, on réincrémente, et ça fait très bien. Ouais. Ok, ok, ça marche. Et du coup, par rapport à ça, j'ai une question qui me tarote l'esprit. Alors, c'est peut-être pas lié forcément à Capcar, hein, mais je profite d'avoir un expert en dev devant moi pour lui poser la question. Donc, généralement, avec les applications de type stateful, pardon, si on prend le cas de WordPress, imaginons j'ai un site, allez, disons de e-commerce, où les gens viennent faire des achats dessus, et à un moment donné, je fais l'upgrade de la base de données, donc on passe peut-être sur du MySQL 5.7 à du 8.0, et entre-temps, j'ai des achats qui sont faits. Très bien. Donc, après avoir fait l'upgrade. Et on se rend compte qu'il y a un problème sur la base de données et on veut revenir en arrière.
comment est-ce que tu vas gérer cela de façon efficiente, sachant qu'il y a eu des commandes entre-temps? Alors, c'est pour ça que Snapshot est pas la bonne solution. Si tu veux, là, quand tu Mhm. utilises des feature flags, Oui, il y a une chose à prendre en compte, c'est que faut surtout pas voir ton code comme tu as ta version A, tu as ta version B, et puis je oui. passe du A à B. Mhm. En fait, ça se passe toujours ça se passe en 3 temps. Tu as ta version A, tu as Oui. ta version B, mais qui est une version de transition, c'est-à-dire que même ta base de données doit être rétrocompatible un maximum pour gérer tous Ok. ces cas. Et une fois que c'est bon, c'est en production, ben en fait, là, tu as une phase de nettoyage. Tu viens nettoyer tes flags et des fois, tu as un champ en trop de ta base de données que tu n'as pas migré. Et en fait, tu prévois ta transition dans ton code et tu passes pas juste d'une version A à une version B. Et c'est ça qui permet d'avancer en continu, tu vois, et de ne pas Ok. avoir ces problématiques. Ouais, parce que les applications Et, stateful, moi, ça me fait peur. C'est-à-dire, quand on décide de mettre les back-ends à jour, moi, j'ai toujours, surtout dans les métiers, on fait beaucoup de transactions. Tu vois. Des fois, je dis aux personnes qui maintiennent le site e-training et tout, attention, parce que là, il y a des abonnements qui ont eu lieu. Donc, si vous vous amusez et qu'on revient en arrière, et ben, on risque de tout perdre les et abonnements en ben cours. ouais, je comprends, mais c'est pour ça que ça se prévoit en fait. Ouais, C'est ouais. ton dev, c'est pas version A, version B, et je passe du A à B. C'est une Mhm. transition, et puis dans la tête du dev qui développe, Oui. d'avoir cette transition, et ok, j'ai ça, qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème, qu'est-ce que je fais Mhm. Mhm. tout ça, ça doit être prévu dans le code, parce que l'anomalie arrive toujours à un moment ou à un autre. Peu importe tes Oui. process, et même si tu mets 100 QA derrière, et puis que tu mets une fois tous les 2 ans, ça ne t'empêche pas d'avoir des problèmes. Même Ok, souvent, je ils sont vois. plus gros. Je comprends tout à fait. Et effectivement, ce sont ces problèmes-là que l'on rencontre souvent dans les grosses entreprises à cause du manque d'agilité, à cause du manque de gestion en cycle court. Parce que ouais, les mises en production, surtout avec les bases de données Oracle, Hein. on meurt. C'est-à-dire, Et puis même plus que le cycle court. Hein. Tu sais, tout à l'heure, je parle de flux et pas de cycle. Tu vois. ouais, effectivement, on va dire, ouais, ouais, effectivement, c'est ça, les cycles. Et du coup, donc je vois que le cloud a, on va dire, une importance non négligeable au sein de votre infrastructure, même si effectivement vous n'utilisez pas forcément toutes les fonctionnalités à disposition. Concernant la sécurité, parce qu'il y a des transactions, il y a différents acteurs. Comment est-ce que vous gérez cet aspect confidentialité, isolation des transactions? Comment ça se passe? Comment vous concevez ça? Après, si tu veux, pour toute la partie paiement, on a des partenaires. Oui. Parce qu'on a du paiement en ligne assez classique en carte, mais Mhm. dans notre métier, on a une sécurisation des paiements qui se passent entre acheteurs et vendeurs. Des fois, on a Oui. plusieurs milliers d'euros qui se passent entre un acheteur et un vendeur. On est obligé de passer par des comptes séquestres, d'avoir une maîtrise là-dessus. Donc, on passe par les Oui. bons partenaires Mhm. pour faire ça. Euh, Après, sur l'aspect sécurité, je pense que c'est quelque chose d'assez large, Oui. parce que ça vient toucher et ton code, et Mhm. tes logiciels, ton infrastructure, mais aussi les humains dans ton organisation. Oui. Euh, donc le plus efficace, c'est de former et d'accompagner tout le monde en continu. Après, il faut Mhm. aussi savoir qu'est-ce que tu risques, à quel moment et Mhm. sur quoi. Tu Tout à vois, fait. là aussi, c'est important. Toutes les failles ne sont pas aussi critiques les unes des autres. Tu Oui. n'es pas obligé de mettre autant d'énergie partout, mais tu as des Mhm. éléments sensibles. Là, il faut bien se poser des bonnes questions et puis accompagner Ouais, s'il faut. je vois, je vois. Et sur l'approche DevSecOps, est-ce que vous en avez une? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, bon, c'est vrai que DevSecOps, bon, c'est simplement la sécurité de façon logique. Donc, en gros, quelle est votre approche et qu'est-ce que vous avez mis en place? Si tu veux, moi, enfin, résumé, on pourrait rajouter tout ce qu'on veut entre DevOps, hein, si tu veux. Nous, on Oui, est Product, Dev, Sec, Ops, QA, Data, tu vois. tout à fait. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Euh, Mhm. Après, tu as un peu, si tu as des bonnes pratiques côté tech, Oui, on essaie de rester à jour sur pas mal de choses. tout à Continue. fait. C'est pas, on n'a personne de dédié chez Oui, nous. à ça, ouais. Euh, mais ça se passe en Et les modification. vulnérabilités, comment vous les détectez? Comment vous essayez de les fixer? Après, il y a différentes choses. C'est quelque chose d'assez large. Je ne pense pas que ce soit Mhm. sur la partie sécurité qu'on mette le plus d'efforts. Ok, On n'en ok, fait pas plus que d'autres boîtes. Ça ne veut pas tout dire à qu'on ne fait. fait rien. Oui, La oui, sécurité est importante. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent par le code, mise à jour de ce qu'on a. Les exactement. vulnérabilités critiques,
En général, tu le sais assez vite, que tu as des vulnérabilités critiques quand tu as un Oui, oui. logiciel qu'on a, et c'est souvent les plus graves. Ouais. Après, on a assez... toute la partie infrastructure, on est assez brutal sur ce qu'on ouvre ou ce qu'on ferme. Tout nos réseau est globalement très fermé, Ouais. tous nos outils aussi. Mhm. Étant donné que même le réseau interne de l'entreprise, c'est Internet, Oui, c'est-à-dire oui. que nos applicatifs sont obligatoirement sécurisés à un minimum, que ce soit notre back-office, notre site, et puis on se débrouille. Aujourd'hui, ça marche très bien comme ça, quoi. Ok, Nous, on n'est ça pas à marche. l'abri, comme toutes les Mhm. boîtes, de se faire hacker un jour ou l'autre pour une raison, et puis on s'améliorera encore plus ce jour-là, quoi. Ok, en tout cas, c'est très clair. Et du coup, étant donné que tu as plusieurs personnes sous ta direction, que tu pilotes, que tu accompagnes, comment est-ce que tu t'assures de leur montée en compétences? Alors, question assez large, si tu Oui. veux. Le premier rôle du manager, et même des leads, c'est toute la partie coaching et mentoring en continu. Pour moi, la montée en compétence, c'est pas prendre quelqu'un, l'envoyer en formation 2 semaines, ou prendre quelqu'un et puis lui dire tiens, ton vendredi, t'es libre, prends ce que tu veux dans ton coin. Mhm. Ça, en général, c'est pas forcément. Enfin, c'est une manière de monter en compétence, mais on peut monter en compétence sur n'importe quel projet, n'importe quel enjeu qui allie un peu les intérêts personnels et les intérêts de l'entreprise. Donc, tu as beaucoup de coaching, de mentoring, et puis tu as Oui. ne pas sous-estimer la capacité des gens à apprendre par eux-mêmes face à de la nouveauté. Et c'est là où il Mhm. faut les accompagner, des fois laisser un peu de temps, tiens, on a telle techno, telle nouvelle chose, telle approche, inciter ça en laissant assez d'autonomie, assez de liberté, parce que tu as toujours besoin de le faire. Donc, Mhm. Mhm. régulièrement des POC, des spikes, ce genre de choses. On utilise nos technologies ont évolué progressivement dans le temps. Tu vois, même si Oui. on parle des frameworks JS qu'on utilise maintenant, d'Elasticsearch ou même de certaines compétences sur l'infrastructure, surtout le Mhm. métier du testing ou un peu de produit, en fait, c'est des choses qui sont transmises au fur et à mesure. Les gens apprennent. Ok, déjà en interne, ça veut dire que vous avez Et, déjà une culture en interne de partage ben, et peut-être comme l'équipe est moins nombreuse, ben, ça facilite aussi les et, interactions. et c'est important. Et puis pour moi, si tu veux, tout le monde apprend toujours tout le temps. À Oui, partir du moment où dans notre métier, tu n'apprends plus, tu peux partir, à la retraite. ta valeur, tu peux partir à la retraite, quoi. Ta valeur Ouais. décroît. Mhm. Donc Mhm. tout le monde apprend, et puis, que ce soit un admin 6, un dev ou autre, tu sais, leur rôle, c'est d'apporter les bonnes solutions. Si tu veux apporter les bonnes solutions, tu es obligé de se renseigner, tu es obligé de réfléchir, tu es obligé Ouais, de savoir creuser, lire une doc, te former tout seul. Tu vois. Et tout à ça fait. fait partie du travail, en fait. Et se former fait partie du travail au quotidien. Donc, Mhm. il y a des petites choses qui sont mises en place. Là, on fait Ouais. quelques lunch and learn, on n'hésite pas à coaching, du mentoring, de l'accompagnement en continu sur différents sujets. Mhm. Mhm. Mais, et puis ça marche déjà très bien. Tu sais, il n'y a pas longtemps, on a notre lead dev qui a mis en place une nouvelle pratique aussi pour monter un peu plus en compétence sur l'algo. Oui. Donc toutes les semaines, tu vois, il nous envoie un petit exercice à faire sur le code War. C'est tous le Mhm. même exercice, moi compris, je le fais aussi parce que ça Ouais. m'amuse bien. Et puis en fin de semaine, tu vois, on compare tous nos versions. Pourquoi on a fait tel choix, qu'est-ce que ça apporte, qui permet d'avoir Mhm. pas mal de discussions sur différentes choses. Oui, oui. Et puis on compare à ce que la communauté a fait à côté, ce qui Mhm. permet d'apporter de la progression. Ouais. Euh, dans notre Je vois. culture, même sur tout ce qu'on livre, on s'aligne en continu, on communique Mhm. en continu. Étant donné que nos développeurs sont indépendants sur l'ensemble de la chaîne, Ouais. en fait, plus tu es responsable et plus tu dois, en fait, tu es responsable de ce que tu fais de A à Z, plus ça Mhm. t'incite à aller vers les autres, aller présenter ce que tu as fait, aller échanger, aller demander l'avis, parce qu'au final, c'est toi qui prends la décision et c'est toi qui vas aller en production avec ça. Donc, tu Mhm. as tout intérêt à aller bien échanger en amont et bien t'aligner. Tout à fait. Et ça aussi, ça participe à Mhm. tout ça.
Et du coup, pour la montée en compétences en continu que toi tu utilises particulièrement, tu as quelles ressources que tu peux conseiller aux développeurs qui nous écoutent et plus largement aux IT qui vont nous écouter? Tu veux, il y a des bouquins. Il y a des Oui. bouquins sur une bonne source sur certaines choses. Dès que tu vas toucher en fait les questions de pratique d'architecture logicielle, tu Oui. as les bouquins. Mhm. Dès que tu vas toucher les technologies elles-mêmes, tu as la documentation. Et souvent, les Oui. documentations sur tout ce qui va être open source ou autre, ben, en fait, c'est assez complet et ça contient tout. Mhm. Mhm. Donc c'est important, une nouvelle techno que tu maîtrises, de faire un tour sur la doc, essayer de la lire, même si tu en comprends que 30-40% à ta prochaine lecture, quand tu vas Mhm. mettre les mains dans la techno, tu vas te rappeler, ah j'ai lu ça, tiens, tu vas pouvoir t'y Tout à référer, tu vas fait. pouvoir continuer d'apprendre en continu. Et pour les flemmards? Pour les flemmards, bah après, le risque de baser sa documentation sur des vidéos ou des tutos, même s'il y en a Mhm. qui sont très bien faits, Mhm. c'est que souvent, ceux qui ont suivi ces vidéos, ces tutos, c'est eux qui ont été voir les bonnes sources, qui Ouais, déjà te les ouais. vulgarisent en partie, et puis des fois, c'est quelqu'un qui crée un tuto à partir d'un tuto de quelqu'un d'autre où il y a des Ouais. incompréhensions, et les incompréhensions peuvent se propager à durée. Ce qui fait que tu te retrouves avec pas mal de principes qui sont Mhm. dénaturés au bout d'un moment. Mhm. Comme aujourd'hui, tu vas en entreprise, l'agilité, ça veut rien dire parce que tout ce que certains ont compris, c'est que l'agilité, ça sert à cadencer des développements et on est très loin de l'agilité. Qu'est-ce que c'est le Ouais. DevOps? Ah bah, c'est le mec qui met en place la CI/CD et tout ce que tu as fait, c'est que ouais, tu avais ton dev d'un côté et ton système de l'autre. Bah, maintenant, tu as un proxy entre les deux que tu appelles Mhm. DevOps. Tu es assez les noyés du DevOps, c'est ça, tu vas te Mhm. retrouver ça sur à peu près toutes les pratiques, toutes les typologies d'architecture et à plein d'endroits. Donc, vaut mieux revenir à la source originale, Ouais. expérimenter, échanger son point de vue, et je pense que tu as une vision beaucoup plus fine en avant. Mhm. Mhm. Ok, Et ce qui ça va. t'empêche pas de compléter avec d'autres choses, mais ça doit pas être le Mhm. principal. Ok, très intéressant. Et donc, du coup, maintenant, on va passer à la troisième et dernière phase de cet entretien. Alors, on va parler plus de carrière. Alors, déjà, quel est ton avis sur le télétravail et d'après toi, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est en train de se démocratiser, mais en même Si tu temps, veux, voilà. je peux te donner mon avis sur deux perspectives différentes. Si tu veux, moi, Oui, je suis en télétravail 4 jours sur 5. Si je dis ok. ça, je dis, ah, moi je suis pas en remote, j'aime bien venir une journée par semaine. On me dit, ouais, mais toi, tu es CTO, un jour par semaine sur place, tu es en full remote. Tu vois, Mm, déjà, tu vois la manière de penser du développeur en face. Bon, tout à fait. CTO, tu dois venir une journée. Alors, moi, bon, j'habite loin des bureaux, je suis dans un village en pleine campagne. J'ai Mhm. trouvé mon organisation comme ça. Ça me permet de bien avancer, de bien bosser quand je suis à distance. Oui. Quand je suis sur place, bah, c'est plus l'échange humain, c'est des choses que je fais pas à distance, mais les sujets de fond n'avancent pas quand je suis sur place, faut pas se le cacher. Mhm. Donc j'ai un peu pas le même principe pour tout le monde, c'est Oui. bien que chacun puisse trouver la bonne organisation qui le rend efficace. Il faut Mhm. surtout pas perdre la communication, parce qu'il y a des trucs Oui. qui passent peut-être moins bien, mais c'est important que chacun trouve son organisation. Et de toute façon, avec ma manière de faire, moi, tout ce qui m'intéresse à la fin, c'est pas le temps que tu passes au boulot, c'est pas que tu sois derrière enfin, non, c'est les résultats que tu as. Oui. Tu as beau faire 60 heures par semaine sur place, si tu n'as pas de résultat à la fin, bah, il y a un problème, tu vois. Mhm. 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 Si tu bosses tranquillement chez toi et que tu as des super bons résultats, Ouais. enfin, et puis je parle des résultats, mais à la fois individuels, mais collectifs, c'est pas tout seul, tu bosses pas tout seul dans ton coin. En fait, pourquoi Mhm. il y aurait un problème? Tu n'as pas Mhm. besoin Mhm. Mhm. de te voir sur place tous les jours pour qu'on échange au quotidien. Ok. J'ai par contre un truc, c'est à partir du moment où on bosse à distance avec des gens, moi, il y a un truc qui me semble essentiel, c'est quand tu es en visio comme ça, que tu discutes avec les gens, bah, c'est de les voir de temps en temps. Je Ouais. supporte pas, c'est d'avoir une visio avec deux, trois personnes. Si personne a sa caméra en face, c'est un truc que je supporte pas parler à un logo, tu vois. Tout Tu à vois, fait. Mhm. et ça, c'est peut-être un truc qu'on pourrait me reprocher, parce que je sais que certains ne Oui, sont oui. pas forcément en phase, mais Mhm. je suis quand Mhm. même attaché à ça, même en remote. Mhm. Ok. Ok. C'est très clair.
Et donc maintenant, ma deuxième question, toujours liée effectivement à la partie carrière, c'est cette mouvance vers le freelancing. Quelle est ta vision de la chose? Comment est-ce que tu diagnostiques ce qui se passe actuellement? Peut-être que nous, on fait partie, grosso modo, de personnes qui sur LinkedIn, à qui on expose beaucoup ce genre de posts. Peut-être que c'est juste une goutte d'eau dans un vase. Mais j'ai l'impression, lorsque je vois ces publications-là, il y a beaucoup d'interactions. J'ai l'impression que c'est un mouvement. Ou alors peut-être tu es dans l'informatique plus longtemps que moi. Peut-être que ça a toujours existé et que voilà, il y a rien du tout. Il y a un mouvement, si tu veux. Pour moi, tu as beaucoup de devs qui sont des sociétés de prestation de services ou chez les clients qui s'aperçoivent, bah, regarde, le taf que je fais là, je peux faire le même et gagner 50% de plus. J'ai mon travail, je code et je suis payé 50% de plus. Donc, oui, tu as des devs qui passent freelance, c'est beaucoup pour cette raison-là. Oui. Que je peux comprendre et tu peux avoir cet avantage. De l'autre côté, moi, il y a quand même un truc. Moi, mon entreprise, quand je recrute des gens, tu vois, moi, ça m'arrive de faire appel à des freelances. Ouais. Le freelance que je vais chercher, c'est pas celui qui va faire exactement la même chose que celui en CDI, mais qui sera peut-être moins impliqué dans l'entreprise au sens large. Hein. Pas sur les projets, hein, freelance, c'est plutôt impliqué, mais qui sera peut-être moins impliqué, ou je pourrais lui donner moins de responsabilités. Tu vois, je me vois mal avoir un lead dev en freelance, un architecte en freelance, même un CTO en freelance qui n'est pas là juste pour la transition. Tu vois, donc il y a certains postes où le freelance, tu peux pas trop, quoi. Tout à fait. Par contre, pour de l'expertise ponctuelle, tu vois, sur un sujet, tiens, l'équipe a besoin de monter en compétence là-dessus, on a besoin de quelqu'un pendant 2 mois pour du coaching, de l'accompagnement, aider à débloquer certaines problématiques. Je trouve ça totalement légitime. Et c'est plus pour de la mission courte et temporaire pour aider l'équipe en place. Après, ça peut être aussi une variable d'ajustement, tu vois, parce que ça ne rentre pas dans les mêmes lignes budgétaires. Donc, par moment, tu as besoin de freelance, de quelqu'un. Tu sais que si ça se passe mal, ton budget est plus resserré par moment pour tout un tas de raisons. En fait, celui qui va partir en premier, c'est le freelance. Parce que c'est une variable d'ajustement là-dessus. Après, pour moi, c'est pas juste un CDI avec un contrat différent qui va faire exactement la même chose. Tu vois, il y a cette subtilité-là, en fonction du poste, de ce que tu as fait et autres. Peut-être un petit truc sur l'implication dans l'entreprise et pas au niveau du projet. Mais je peux comprendre que certains, et puis qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent dans cette voie. Tu veux, moi, j'ai été freelance en parallèle de mes études. Tu vois, j'ai fait un peu de freelancing, enfin indépendant à l'époque. Là, je faisais des petits sites internet, je trouvais des clients, alors plus en bossant en forfait qu'autre chose. Et c'est quelque chose, quand je suis arrivé dans la vie active, en fait, j'ai plutôt rejoint des entreprises, des projets autres, et je me suis épanoui comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est souvent l'exaspération que les gens avaient en ESN qui faisait en sorte qu'ils se dirigeaient souvent vers les startups. Moi, j'ai vu beaucoup d'amis, en effet, qui ont dit qu'ils ne vont plus jamais mettre les pieds dans une ESN et ils cherchent que souvent les startups parce qu'effectivement, ils sentent qu'ils font partie d'un collectif. Il y a peut-être un peu plus d'humain, même si on travaille un peu plus. Mais voilà, leur travail est peut-être un peu plus valorisé. Et d'après toi, comment les ESN devraient réagir? Parce que je me rends compte qu'il y a pas mal d'ESN qui font évoluer certains contrats, c'est-à-dire tu déposes ta lettre de DM, on te dit bon, on peut te faire passer en portage. Parce que comment est-ce qu'elles doivent se réinventer? Je peux te donner, alors, sans avoir de certitude là-dessus, si tu veux, pour moi, tu as le modèle de l'ESN, très bien d'un côté de l'autre, parce qu'on peut t'embaucher plein de juniors qui sortent d'études pendant quelques années, et en fait, tes 4-5 premières années dans la SS2I, c'est là où tu as la meilleure relation, parce que l'ESN peut très bien merger sur toi, et c'est son modèle économique, et c'est normal. Tout à fait. Et toi, tu montes en compétence en ayant accès à des gros clients et à voir des entreprises que tu ne verrais pas sinon. Quand tu passes ce stade des 4, 5, 6 ans, en fait, souvent, tu peux avoir as plus d'expertise, et tu es aussi plus cher. Et c'est plus difficile de te vendre. Tu as des risques d'intercontrat qui sont potentiellement plus élevés, mais aussi tu as une marge qui est moins évidente sur toi.
enfin, entre ton coût et ce que tu apportes en entreprise. Oui, Donc oui, oui. forcément, à ce moment-là, c'est moins intéressant. C'est pour ça que tu as beaucoup de seniors qui quittent ce milieu des ESN à ce moment-là, parce qu'ils se retrouvent limités par le salaire. Parce que de toute Oui, façon, tu as un intermédiaire commercial qui est mis en les vendre à un client, mais qui a peut-être moins de budget, moins de marge. Ce que tu vas moins retrouver en bossant directement pour ses clients ou dans une startup ou autre. ouais, ouais. Pour résumer, tu vois, elles ont leur place, tu vois, elles ont leur Tout place, à elles sont fait. importantes, elles ont tout ça. Et puis c'est heureusement qu'il y a encore certaines personnes seniors dans les ESN pour aider les plus juniors, mais tu vois, il y a ce problème dans ce modèle, je trouve. Mais est-ce que tu as aussi constaté que les jeunes qui sortent d'école de nos jours ne rêvent plus forcément des ESN? C'est-à-dire, les générations que nous sommes en train de former dans les écoles d'ingé et tout, ils te disent clairement que dès qu'ils sortent, ils cherchent à se mettre Nous, on n'avait pas forcément cette conception. Que quand nous, on est sortis d'école, bon, on savait qu'on allait chez Capgemini, c'est Sogeti, etc. Bah, C'est automatique. il y en a beaucoup, mais si tu veux, tu as un peu l'appel du freelancing. Après, Oui. si tu veux mon avis, pour un client final ou un client final, une startup ou autre, le junior qui sort d'école, ces 2-3 premières années, il va te coûter plus cher qu'il te rapporte. OK. Tu vois, par rapport au Tout à marché fait. actuel qui est tiré de Tout l'autre à fait. côté. Alors, pas dans l'ESN, l'ESN, ça lui Mhm. rapporte plus. Le client final, de l'autre côté, lui, c'est l'inverse. Ouais, Donc, ouais. le junior qu'il faut accompagner pour rendre autonome, indépendant, former sur pas mal de choses, en fait, il Mhm. coûte beaucoup plus cher. Enfin, tu le rentabilises beaucoup moins facilement qu'un profil senior, un bon senior à côté. Ouais. OK. Tu vois. OK. Donc, Mhm. ok, tu peux te dire, je vais être freelance direct, je vais trouver la super mission, Mhm. mais je pense que certains vont réussir certainement. Il y en a beaucoup qui Ouais. vont se casser les dents. OK, je comprends mieux, ouais. Donc là, on arrive effectivement déjà presque à la fin donc, de notre entretien. Si je te demande de donner 3 conseils, à des développeurs pour qu'ils puissent s'améliorer, qu'est-ce que tu dirais? Tes 3 meilleurs conseils, comme tu as l'habitude de les mettre sur LinkedIn, allez, Si je tu te donne. veux, le, bon, si je peux en donner un comme ça à chaud, c'est trouver le moyen d'amener les choses, et après tu deviens forcément bon. Mmh. Donc en tant que dev ou tout ce que tu fais, alors tu peux avoir une passion qui est là, mais si tu pars sur une tâche, sur certaines technos, et en se disant tout de suite, ah ben, j'aime pas ça, je veux pas aimer, tu seras jamais bon. Tu seras jamais Mmh. bon, tu vas jamais beaucoup progresser. Donc il faut aimer les choses. Et en aimant les choses, souvent on peut progresser. Et sur la Ouais. formation, si tu es trop feignant sur ton auto-formation, en se disant je vais Mmh. gagner du temps parce que je vais lire un article de blog, je suis une vidéo ou autre, tu passes pas par la pratique sur ce système, Mmh. souvent en fait sur la durée tu perds du temps. Ouais. Ouais. Et puis de s'intéresser, on a un problème actuellement, c'est que souvent les gens s'intéressent au framework en disant tiens c'est le framework, c'est ça qui marche sur le marché, c'est Mmh. comme ça que je vais me vendre. Alors ce qui va faire de toi un bon professionnel, c'est plutôt toute la théorie derrière, l'idée pratique, les approches, comment ça Mmh. fonctionne, parce que ça, tu vas pouvoir le transposer d'une techno à une autre, tu Mmh. vois, d'une approche à une autre, et tu vas voir que c'est à peu près pareil, c'est à peu près toujours la même chose. Ouais. Et puis après, ton framework, ton langage, tu vas monter rapidement en compétence dessus, et c'est pas un souci. Mmh. Mais Mmh. c'est Mmh. secondaire par rapport au temps. Ça marche. En tout cas, c'est très, très clair et je vois souvent effectivement des tech leads qui demandent aux gens de plus travailler leur base en algorithmie, en structuration de raisonnement que in fine d'aller se fermer dans un Et framework. c'est ça, l'algo, le design, même la théorie sur les pratiques, la manière de développer et de redescendre sur les Ouais, fondamentaux, en fait, c'est ça qu'est sur le long terme. ouais, je vois, je vois. En tout cas, merci beaucoup, Rudy, pour cet entretien. Je sais qu'effectivement, pour t'avoir 1 heure comme ça, c'est loin d'être évident. Donc, merci d'avoir pu te libérer. Et j'espère en tout cas que vous avez adoré cette interview. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à poser ces questions à Rudy. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos éventuelles questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre éventuellement dans des prochaines vidéos. Est-ce que tu as un message pour terminer, Rudy? Eh ben non, moi c'est à peu près tout. Je viens de passer un message avec 3 conseils, mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir accueilli. Puis si on a qui ont des feedbacks, des commentaires, je suis preneur. Ça marche. Vous recrutez juste pour savoir s'il y a des gens qui peuvent être intéressés par la startup et tout. Euh, alors ça dépend des moments. Là à date non, mais si tu regardes la vidéo dans un mois, c'est Oui, possible. Si tu la regardes dans 2 mois, peut-être qu'on recrutera plus, et puis dans 3 mois on recrutera encore. Donc faut pas hésiter.
les choses changent, les postes ouverts ne restent jamais très longtemps. Donc, ça marche. faut pas Et hésiter. si vous voulez suivre les actualités donc de Rudy, vous allez juste sur LinkedIn, Rudy Onfroy, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est Et ça. donc du coup voilà, il fait de super publications. Vraiment, je recommande à tous ceux qui s'intéressent effectivement aux thématiques dev et tech de le suivre. C'est une vraie rockstar. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt sur votre podcast préféré et n'hésitez pas à partager autour de vous. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À bientôt.